Alors, tu nous viens en tant que représentante de la fabrique Spinoza, mais tu es également indépendante, donc tu as une double activité, une double casquette. L'autre casquette qui est aussi intéressante, c'est que tu es aussi auteur, et ça je vais rapidement montrer le livre s'il veut passer ici. Donc tu viens de sortir 2 heures chrono pour déconnecter. Il voilà. est sorti hier. Bravo. Effectivement, c'est un besoin. Je pense sérieusement qu'après le Knowledge Tour, je vais essayer de trouver une solution pour déconnecter pendant 2-3 jours. Ça va être nécessaire après l'overdose communicationnelle que j'ai fait, notamment pour vous faire venir. Alors, du coup, il est apparu tout seul. Donc, Virginie, tu es active en tant que UX designer, coach et facilitateur. Et peut-être en 2 mots, rapidement, en quoi tu es active en quoi tu facilites, en quoi tu es coach sur ces objectifs de développement durable. Donc, parce que ça pourrait être typiquement dans la partie innovation, industrie. Donc ça, je vous ai déjà montré ce schéma ici. On va le réaborder tout à l'heure dans le workshop. Je dis coucou à Hélène, oui, on va le réaborder. Vous aurez donc l'occasion de réfléchir à comment vous intégrez vous-même dans votre organisation, ça aussi. Et du coup, je te pose à toi la question, sur quel objectif, entre guillemets, durable, tu es active en tant que designer, conceptrice, facilitatrice? Alors, je vais déjà répondre pour la fabrique Spinoza, où nous, on a une approche très transverse. Donc voilà, on est sur plusieurs petits carrés. Et moi, personnellement, je serai très clairement ici, dans le sens où, avec la fabrique et mon approche aussi, c'est que le bien-être, en fait, est facilitateur de bonne santé. Le bien-être comme cause de bonne santé. Mais en fait, ça va en effet toucher l'éducation, ça va toucher le travail décent. Enfin, là, on est après la décence. On a déjà la décence quand on travaille là-dessus. Voilà, donc c'est surtout là que je serai moi, puisque on en parlait tout à l'heure avec le monsieur Erwan, je crois, je me rappelle de son prénom. Le bien-être mental cognitif favorise un bon travail. Donc mon approche de l'UX, en fait, c'est pour que les outils soient designés en cohérence avec le cerveau humain et donc favorise le bien-être et qu'on puisse se libérer en fait de ce qui est désagréable et que les outils soient vraiment au service de l'éclosion de ce qu'on a de meilleur en nous comme être humain. Et donc, être humain versus IA, vos clients, ils vous parlent d'IA, ils sont préoccupés? Est-ce que vous êtes sur des projets IA? C'en est, mais ils n'emploient pas ce vocabulaire-là. Non. On est dans l'industrie, donc on parle pas. Comment dire, la recherche n'est pas présente dans les projets sur lesquels j'interviens. On n'emploie pas ce vocabulaire, mais ce sont bien des outils qui sont avec des big data, des algorithmes. Donc par extension, on peut dire que c'en est. Donc des sortes de technologies exponentielles qui permettent, comme nous a présenté Stéphane ce matin, de faire des choses de manière très large, à très large échelle. Donc, quand on est une équipe de 100 responsables marketing et tout à coup il y a quelqu'un qui vient avec une agence et qui dit j'ai une solution, vous n'aurez pas besoin d'être 100, on peut faire le même travail avec 50 personnes, ou vous devez changer votre travail. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de faciliter ça, de l'accompagner? Ah oui, parce qu'effectivement c'est une révolution pour le travail. Je pense plutôt d'ailleurs aux assurances et aux banques. Il y a tous les métiers de gestion en fait, qui là sont en train de disparaître purement et simplement. Et donc il faut que ces personnes-là réinventent complètement leur métier. C'est ce que vous disiez, le dernier monsieur qui était là sur la scène tout à l'heure. C'est un métier complètement différent qu'il faut apprendre, qui va être extrêmement relationnel, effectivement. Et plus du tout, la machine va faire les calculs. Donc maintenant, c'est les relations humaines qui vont... Donc une sorte de double dynamique, à la fois de l'outillage pour s'épargner ce temps inutile sur lequel on n'est pas performant, et à la fois se concentrer sur la performance humaine et relationnelle. C'est ça. Et plus que performance, je dirais vraiment la qualité, la merveille. Enfin, il faut s'émerveiller de ça. C'est quelque chose qui était presque éteint par justement certaines tâches répétitives et routinières, qui peuvent plaire à certains, mais bon... Et là, le fait de s'en libérer, on peut au contraire laisser éclore ce qu'il y a de meilleur en nous. Et donc, là, tu disais sur le travail décent et la croissance économique. On est aujourd'hui dans une sorte d'injonction où on demande certaines organisations à faire moins, enfin faire plus avec moins, à l'inverse.
Eux, c'est un peu l'équation impossible où ils disent mais on était 70, maintenant on n'est plus que 50. On nous demande de sourire, on nous demande d'apprendre des outils qu'on ne connaît pas. Je veux dire, là, je suis désolé de venir avec le gros problème finalement. Avec des questions complètement différentes. mais oui, aussi. Pas de problème. Parce que c'était le travail. Je suis pas un robot, donc. Oui. Je ne sais pas s'il y a une possibilité, mais est-ce que, en tout cas, par rapport à ces situations de stress, où on demande de faire plus avec moins de gens, est-ce que on a une des solutions, c'est pas de reconnaître simplement déjà la magie de l'humain, qui est effectivement d'être capable de délivrer plus. Donc on a une amélioration de la performance, on a une diminution de la pauvreté. Enfin, il y a plein de facteurs qui sont très positifs. Ouais. Et du coup, c'est quoi quelque part quelques astuces pour pouvoir gérer ces tensions et cette situation vraiment compliquée? Moi, je dirais deux choses. Déjà, il faut changer ce qu'on demande. On ne peut pas demander le même type de livrable avec moins de personnes. Alors, si on demande aux personnes d'être créatives et performantes, alors il faut soi-même l'être dans sa demande. Il faut demander autre chose autrement. Ça, c'est... Voilà. Et l'optimisme, être positif, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire, OK, mais c'est dur maintenant, mais on va essayer de travailler à rendre ça mieux? Ah bah oui, l'optimisme, c'est essentiellement préventif. Bien sûr que l'optimisme, c'est se dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est important de faire tout ce qu'on fait, travailler ensemble, être solidaire, évoluer, progresser, se développer. Enfin voilà, ça vaut la peine. C'est ça l'optimisme. C'est pas l'absence de souffrance, pas du tout. Ni nier la souffrance. C'est se dire, ça vaut le coup de faire quelque chose, plein de choses, et notamment pour je voulais répondre une deuxième chose en fait à ta question précédente. Adapter la demande et jouer sur la solidarité aussi, l'entraide. C'est-à-dire que là, c'est plus important que jamais. Que si on est moins pour faire autre chose, il va falloir le faire ensemble, en effet, et s'entraider. Spinoza, c'est un philosophe qui apparemment est toujours d'actualité. Est-ce que tu peux peut-être juste faire un lien avec la fabrique Spinoza et comment c'est articulé et comment, quelque part, vous l'habitez, cette philosophie, cet état d'esprit? Alors, je vais essayer de répondre. Moi, je ne suis pas philosophe, mais je suis fan de Spinoza. Ou juste de parler de la fabrique, par exemple. Oui. En fait, Spinoza, c'était un précurseur. Déjà, c'était un des premiers psys, il y a 4 siècles, puisque justement, dans son livre « L'éthique », il a analysé les affects humains, les positifs comme les négatifs, et il a regardé les interrelations entre ces différents affects. Voilà, donc ça c'est un travail très très exhaustif et une somme, on va dire, une des premières sommes dans le style. Et c'est aussi un des premiers à avoir eu une intuition qui se confirme complètement aujourd'hui avec les neurosciences, on en parlait tout à l'heure, qu'il disait que le corps et l'esprit sont de la même substance. Donc contrairement à Descartes, il avait bien compris que tout ça ne formait qu'un seul tout. Et d'ailleurs, Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique... décidément, tout le monde veut qu'on voilà, a écrit 2 livres, dont un qui s'appelle Spinoza avait raison. Voilà. Et donc, c'est pour ça que si vous entendez parler d'IA, vous allez de nouveau entendre parler de Spinoza aussi. Peut-être revenir sur ton métier de designer et justement l'éthique. Comment tu as un outil, tu as un mode d'emploi, tu actives des discussions, parce que je ne sais pas si... Non, tu n'as pas vu, moi, j'aimerais bien développer un outil là-dessus, un modèle qui permet d'intégrer le design thinking avec justement un cadre éthique, pour autant qu'il puisse être cadré, enfin qu'on puisse cadrer l'éthique. Bah, ça dépend si ton outil est automatique ou pas, parce que comme disait une autre personne tout à l'heure, en fait les outils, c'est quand même des êtres humains qui les programmons, développons, concevons. Donc l'outil, c'est la morale. Et en effet, les robots n'ont pas de morale, comme on le disait tout à l'heure, sauf si on leur donne des règles. Oui. Et encore une fois, ces règles auront les biais que nous avons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Tout ça, on l'a dit tout à l'heure. Et les origines culturelles. Et oui, tous les biais cognitifs et émotionnels. Et donc, il faut avoir une vision systémique pour comprendre comment une IA développée en Chine n'aura pas
les mêmes résultats en France et inversement, d'où le plan de Macron qui a très bien compris qu'il fallait développer des IA qui habitent quelque part nos propres valeurs culturelles. Mais l'IA parfaite n'existe pas, comme la perfection n'existe pas. Donc, je pense que c'est illusoire de se dire on aura l'IA qui va tout gérer, même l'éthique, etc. Il faut lâcher ce fantasme, je pense vraiment, et faire des tests. Qui est tout à fait design thinking. Enfin, je pense qu'il faut vraiment y aller petit, itératif, agile. Voilà. Magnifique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'il y a une question peut-être pour la salle? Parce que je vois qu'on a encore un tout petit peu de temps. 5 minutes. Et donc, on a un petit peu de temps pour une question. Question pour Fabrique Spinoza ou à la coach facilitatrice. Les sujets, bonheur au travail, déconnexion digitale. Sinon, on va pouvoir aborder la partie workshop un peu plus tôt que prévu. Et c'est aussi très bien, parce qu'on a déjà 25 minutes de retard. Magnifique. Merci, Virginie.